prendre vos questions. Commençons par Philon Saka. Monsieur le ministre, ce matin, si je savais que vous auriez une conférence aujourd'hui, je serais venu certainement avec mon reçu. Malheureusement, je ne suis pas venu avec. C'est pour dire quoi? Relativement au prix du sac de riz de 25,5 kg dont vous parliez tout à l'heure, le prix a effectivement augmenté. Je ne suis pas allé faire... Je dis 22,5 kg. Le prix a effectivement augmenté. Je ne suis pas allé faire une enquête dans une petite disons, boutique du quartier, non. Je suis allé dans un supermarché, dans un site même d'approvisionnement. Et là-bas, vous payez le sac de riz ce matin à 13 500 francs. C'est un cas réel que j'ai moi-même vécu. Donc face à cela, qu'est-ce que vous dites? Et enfin, il y a une marche qui a été annoncée depuis hier pour ce mercredi. Quelle est donc votre réaction face à cette marche-là? Je vous remercie. Ok, on va passer à la question de M. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, il y a les instruments de mesure qui sont sur le marché. Sont-ils fiables? Sont-ils capables de vous accompagner dans ce combat? Alors cela m'amène à parler de métrologie. Comment cette science de la mesure vous aide, vous accompagne dans ce combat contre la vie chère? Merci. Ok, monsieur Raphaël. Oui, en fait, monsieur le ministre, est-ce que vous avez beaucoup d'argent sur le terrain pour assurer voilà, le contrôle des prix? On traite souvent ces agents de corrompus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est constat? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Je demandais est-ce que vous avez beaucoup d'argent sur le terrain pour assurer le contrôle des prix? Et ensuite, on traite souvent ces agents de corrompus. Est-ce que ça vous revient parfois? Okay. Par rapport à la corruption, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Je voulais poser un question. Monsieur Sylvie Moussaï. Oui, bonjour monsieur le ministre. Pour moi, ma question elle revient un peu celle du précédent confrère et consoeur. Effectivement, concernant déjà en mai et en juillet, je pense que les ministres de l'application avaient fait un tour sur le marché, constaté l'évolution des prix. À l'époque, monsieur le Premier ministre disait qu'il y avait effectivement des abus de la part même de certains commerçants liés à l'électricité, liés au Covid, qui abusaient et qui allaient bien au-delà en plus pour se rattraper les poches, pour rattraper leur perte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, vous avez retrouvé le Conseil national de lutte contre la vie chère, mais est-ce que ce Conseil national de votre service est en mesure de vérifier partout que les prix sont respectés quand on sait qu'on vit dans un territoire informel? Et effectivement, ces manifestations, nous avons, je pense, une bonne partie de constater, ont marqué la hausse des prix, parce qu'on consomme aussi tout le monde, et donc est-ce que vous êtes réel? Donc finalement, est-ce qu'on peut simplement mettre ça sur le dos du Covid, comme vous disiez, des réseaux sociaux et des médias? Est-ce qu'il n'y a pas, en gros, quels sont les mécanismes disposés pour pouvoir encadrer les prix et tout en respectant les gens d'opération? Je vais peut-être pas terminer ma thèse. Oui, j'ai récemment fait une enquête il y a moins de mois, certainement que vous avez vu, où j'ai échangé avec les vendeurs de la viande de bœuf. Alors, ils m'ont tous dit, l'enquête a été faite après, je vais suivre les marchés après, ils m'ont tous dit que au niveau de l'abattoir, ils ont connu une augmentation. Ce qui fait qu'ils vendent le kilogramme de viande avec os à 3 000 et sans os à 3 500 francs. Chez plusieurs bouchers que j'ai rencontrés moi-même. Et donc, ils ont dit que le problème, ils m'ont tous ramené vers l'abattoir. Ils m'ont même demandé de venir poser la question au ministre. Est-ce que par rapport à la capacité de monarchie, est-ce qu'il y a des mesures qui sont actuellement en œuvre par rapport au prix de la viande? Oui, ça va. Bien, je vous remercie. On va commencer par la question de M. Dedan Saka.
qui dit qu'il a acheté en fait un sac de riz de 22,5 kg, aujourd'hui à 15 500. Peut-être que c'est selon en fait la qualité du riz qui a été acheté. Comme je l'ai indiqué dans mon intervention, le sac de riz de 22,5 kg de lisière, je dis par rapport au relevé qui nous ont été remontés en tout cas par nos services le 16 juillet dernier, ce prix-là qui est de 12 900, comme je vous l'ai indiqué dans mon intervention. Mais ce que je veux indiquer, nous donnons en fait les tendances et souvent les prix moyens. Vous comprenez? Vous pouvez aller, je veux dire, dans un endroit précis. Dès lors que le prix n'est pas un prix maximal, si le gouvernement prend une mesure de prix maximal, on se dit, quelles que soient les boutiques, quels que soient les endroits, ce prix ne doit pas être franchi. Mais dès lors que ce produit n'est pas indexé comme tel, vous pouvez avoir, je veux dire sur la base du principe de la liberté des prix, des différences de prix d'une boutique A à une boutique B. Et ça, ce n'est pas en violation avec les textes en fait qui régissent la concurrence. Et cela même est normal, pour que, in fine, le consommateur puisse avoir le choix de prendre le produit où il le trouve moins cher, selon sa qualité et également selon son prix. Donc voici le commentaire que je pourrais faire par rapport en tout cas à l'affirmation de M. Kola. Pour ce qui concerne la marche qui a été annoncée, bon, j'en ai entendu parler également. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que les organisations de cette marche-là ne sont pas connues en fait de nos services. Parce que comme vous le savez, l'État de Côte d'Ivoire, pour donner la force aux associations de consommateurs, a décidé de légiférer. Et ce, depuis 2016, avec une loi portant sur la consommation, afin que les consommateurs et les associations de consommateurs puissent avoir les armes qu'il faut pour pouvoir défendre les intérêts des populations. Donc c'est ce qui est en vigueur, de telle sorte que nous travaillons avec les associations de consommateurs régulièrement constituées et qui sont connues. Donc moi, ce que je voudrais peut-être suggérer à nos frères et sœurs qui ont décidé de faire cette marche-là, c'est d'avoir une approche en fait de concertation et de discussion. Je pense que la première chose à faire, c'était peut-être de s'approcher des associations de consommateurs qui existent pour dire, bon, monsieur le président des associations de consommateurs, voici nos préoccupations. Et peut-être si, après ces discussions, ils n'ont pas forcément les réponses à leurs préoccupations, mais ils auraient pu approcher nos services. À ce jour, je n'ai reçu ni courrier, ni mail, ni appel téléphonique de ces structures. Alors que nos portes sont largement ouvertes. Et depuis que le président Alassane Ouattara m'a fait confiance de me confier ce département ministériel, je prends le soin personnellement de lire moi-même tous les courriers qui rentrent au ministère du Commerce et de l'Industrie, et c'est moi qui fais les imputations. Quand je suis absent, la charge revient à mon directeur de cabinet et mon assistante personnelle prend le soin de m'envoyer, de me scanner par mail tous les courriers pour que je puisse avoir connaissance de tout ce qui se passe dans mon ministère. Parce que vous savez tous que le ministère du Commerce est un ministère sensible parce qu'il se préoccupe du quotidien des Ivoiriens. À ce jour, je n'ai pas eu en tout cas de courrier de ces structures. Ils auraient pu approcher le directeur général du commerce extérieur, on a différentes directions régionales, etc. Cela n'a pas été fait. Et je pense qu'une telle action, pour moi, c'est souvent le dernier recours. Lorsque vous n'avez pas d'oreille attentive, etc., etc., que vous voulez manifester en tout cas votre mécontentement, vous pouvez certainement, si les autorités, je vais ne vous écoutent pas, mener une telle action. Mais cette démarche n'a pas été faite. Voilà. On lit tous ici quelques bribes d'informations, etc. Mais bon, nous sommes un gouvernement, nous sommes un ministère, des structures sont constituées, il y a même des fêtières, etc. Il faut que cela s'inscrive dans ce sens-là. Parce que ceux qui ont accepté de se lancer dans le monde consumériste, et ils se sont mis dans une perspective de moyen et de long terme.
par rapport à la défense et la protection des intérêts des consommateurs. Donc, ils ne viennent pas faire une action sporadique et puis aller faire autre chose. Eux, c'est leur activité. Ils sont reconnus comme tels. Donc, je pense que peut-être cette démarche aurait pu se faire. Et également, peut-être mon sentiment, vous savez, on est dans un pays démocratique, hein, voilà. Chacun peut s'exprimer, etc. Mais par rapport au sujet qui nous concerne, qui concerne le quotidien des Ivoiriens, je pense qu'il y a d'autres voies pour pouvoir régler sereinement ces problèmes. Parce que je ne sais pas à la fin, cette initiative, qu'est-ce qu'elle peut apporter, d'autant plus que la démarche initiale n'a pas été faite en fait. Donc voici en fait mon sentiment là-dessus. Je ne suis pas en charge de d'autres choses. Je veux dire autre que m'occuper du commerce et de l'industrie. Les autres aspects, je pense que les personnes, je veux dire impliquées en temps au moment opportun, en tout cas, s'en occuperont. Voici un peu ce que je peux dire à ce stade et dire que toutes les problématiques concernant l'évolution des prix, de ce que tout le monde appelle, bon, cherté de la vie. Vous savez, quand on parle de cherté de la vie, il y a à boire et à manger. Si je fais le tour, si chacun donnera sa définition de la cherté de la vie, et on aura tous des définitions différentes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent, et je pense qu'il est important que lorsqu'il y a des sujets comme ça, on puisse vraiment discuter de cela de façon sereine pour trouver des solutions. L'État de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, s'est doté d'une loi en 2016. C'est doté également de tests portant sur la régulation de la concurrence. Et par rapport aux recommandations et aux exigences de la loi sur la concurrence, à renforcer les institutions qui travaillent dans le sens du mouvement consumériste, à accepter de renforcer la commission de la concurrence, qui aujourd'hui est une quasi-juridiction, etc., pour réguler les autres gendarmes du marché. Lorsqu'on voit des positions dominantes, lorsqu'on voit des ententes illicites, que tout acteur peut saisir lorsqu'il constate qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles. On a des magistrats de haut niveau, des grands économistes, la présence des consommateurs, du secteur privé dans cette commission de la concurrence pour s'assurer que le marché fonctionne, qu'il n'y a pas de cartel, qu'il n'y a pas de monopole. Et mieux, pour aller encore en avant, pour montrer qu'on veut être totalement transparent avec les consommateurs. Le chef de l'État a décidé de créer un conseil national de la lutte contre la vie chère par décret depuis 2017. Et ce conseil travaille pour veiller à la hausse, pour veiller à ce que les prix qui sont pratiqués dans le marché soient contenus, pour remonter au gouvernement tout ce qu'il constate comme dysfonctionnement dans le marché, etc. Et qui a été doté en tout cas de moyens additionnels pour pouvoir faire son travail, pour que les Ivoiriens soient informés de tout ce qui concerne en toute transparence, tout ce qui concerne l'évolution, en tout cas des prix des produits de première nécessité. Deuxième élément, et pour compléter l'écosystème, en mai dernier, j'ai installé, je pense que vous l'avez suivi, le Conseil national de la consommation, qui était une attente du mouvement consumériste, où le secteur privé siège, où les professionnels du secteur privé sont, où les associations de consommateurs sont, et ils en ont même la vice-présidence. Pour qu'au sein de ce conseil consultatif, il y ait de la confrontation et des échanges entre les problèmes soulevés par les populations à travers les associations de consommateurs et les services publics. Dans ce conseil, vous avez la RTCI, vous avez l'ANARE, vous avez l'ONEP, vous avez le port autonome, vous avez toutes les structures de régulation qui existent en fait, qui se retrouvent en un seul lieu pour échanger. Et c'est un conseil qui peut donner ses avis sur tous les tests législatifs et réglementaires que le gouvernement prend. C'est un conseil qui est amené chaque année à faire l'état de la consommation nationale et faire des recommandations au gouvernement. C'est comme la commission de la concurrence également. Chaque année doit faire un rapport sur la situation de la concurrence qui remet au gouvernement avec des recommandations. Mais quand on met tout ces écosystèmes, on met ce cadre institutionnel en place, mais ça veut dire qu'on veut régler les problèmes. Les associations de consommateurs, elles sont autonomes. Il y a des problèmes quand elles ne veulent pas là. Elles le font savoir. On a des cadres de discussion.
Donc tout ceci, c'est pour dire un peu tout l'écosystème, tout le cadre en fait que l'État a mis en place pour s'assurer en tout cas que les consommateurs aient vraiment les moyens de pouvoir se défendre. Que les consommateurs puissent mieux maîtriser tous nos tests et que les consommateurs soient des consommateurs avertis et que les puissent tirer en fait qu'ils ont des droits et tirer en fait le niveau des consommateurs vers le haut par la formation, etc. Parce qu'à la fin, on veut avoir un Ivoirien qui est informé, qui est un Ivoirien qui sait que lorsqu'il y a des pratiques illicites, peut dire je refuse de payer plus cher. Parce que voilà ce que disent les tests. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. C'est vrai que ça ne peut pas se faire de façon spontanée, mais je pense que les associations de consommateurs, au fur et à mesure, je veux dire, sont en train de travailler. Il faut que les populations adhèrent à ces associations. Posent les difficultés dans le cadre des associations de consommateurs. Parce que c'est elles qui ont voix des chapitres dans les organes, en tout cas, que je viens d'indiquer. Donc, voici un peu ce que je voulais la réponse que je voulais vous apporter. Concernant M. Dengui, qui a parlé des IM, c'est-à-dire les instruments de mesure, en effet, l'une des missions du ministère du Commerce, c'est de s'assurer de ce qu'on appelle la loyauté dans les transactions. Ça veut dire quoi? Quand vous partez acheter 1 kg de viande ou bien 1 kg de riz, quand vous regardez la balance, vous vous assurez que c'est vraiment 1 kg de viande ou 1 kg de riz. La métrologie est essentielle dans la vie. La métrologie est essentielle dans le commerce, dans l'économie. Notre vie est faite de métrologie. Même tout ce qu'on est en train de faire, il y a un timing, etc. Il y a des étalons, des mesures. Notre vie est faite de métrologie. Donc la métrologie est une science qui est importante dans le dispositif de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en 2019, si vous vous souvenez, j'ai été à l'Assemblée nationale pour défendre et faire adopter, au nom du président Alassane Ouattara, une loi portant sur le système national de métrologie de Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire que c'est quelque chose de très important qui fait partie de nos activités. Et dans les environnements, on appelle souvent même le ministre du Commerce, le ministre en charge de la métrologie. Donc pour dire que nous y travaillons, et nous travaillons à ce qu'on puisse assurer que les instruments de mesure qui sont dans les marchés sont fiables et pour que le consommateur ne soit pas abusé. Pour ce qui concerne, donc naturellement, la métrologie fait partie des instruments de lutte contre la vie chère, puisque ça assure la loyauté dans les transactions. Donc pour nous, cela est très important et raison pour laquelle nous travaillons sur des tests par rapport aux directives de l'UMOA à avoir en Côte d'Ivoire un organe unique de la métrologie. Les tests ont été déjà envoyés par mon département ministériel au secrétariat général du gouvernement pour qu'en Côte d'Ivoire, conformément aux directives de l'UMOA, on ait une structure unique en charge de la métrologie, qui est en charge de la métrologie légale, de la métrologie scientifique et de la métrologie technique et industrielle, pardon. Donc, qui est en charge de toutes ces métrologies conformément aux directives de l'UMOA, avec d'autres directives en tout cas que nous sommes en train d'appliquer, parce que nous avons seulement, il y a 2 semaines, une mission en tout cas de la commission de l'UMOA sur tous les aspects portant en tout cas sur la métrologie. Donc pour vous dire que c'est un sujet qui est au cœur de nos actions et qui fait partie de nos attributions en tant que ministre en charge du commerce. Monsieur Tano, beaucoup d'agents, est-ce qu'il y en a combien d'agents sur le terrain, corruption des agents? Bon, c'est vrai, bon, vous connaissez un peu bon, l'administration. Vous savez, lorsqu'on estime les commerçants, les statistiques, c'était pas de 3 millions, de 5 millions de commerçants, et les espaces commerciaux, de 100 000 espaces commerciaux, 100 000 ou 200 000 espaces commerciaux. Ce que nous avons fait, en fait, dans le cadre de la modernisation du commerce, on a, je vais dire sur la base d'un décret que le président a pris, dans le cadre d'une concession, travailler avec la concession a été remportée par une structure ivoirienne, Unitech, en GIE avec Onesi, d'accord, pour travailler à recenser, à identifier les commerçants sur tous les territoires nationaux et à géolocaliser leurs espaces commerciaux, à
avec bien sûr ce qu'on appelle des projets cadres des commerçants, auxquels en fait on va ajouter des produits ajoutés, notamment en termes de crédit, en termes d'assurance, en termes de pension de retraite, en termes de moyens de paiement, etc. Donc avec à la fin, en tout cas in fine, la possibilité de créer une mutuelle de commerçants, etc. Pour qu'on sache, les commerçants, là, ils sont combien exactement par rapport à la définition, je veux dire, des commerçants. Donc c'est des sujets sur lesquels nous travaillons. Et quand je regarde les statistiques, en termes de personnes recensées, aujourd'hui, on doit être environ entre 200 000 et 300 000 commerçants recensés parce que bon, la structure a commencé à travailler depuis un moment, mais il faut continuer en tout cas d'amplifier cette action pour qu'on sache en fait globalement le nombre de commerçants et puis les accompagner pour que le commerçant soit fier d'être commerçant. Que le commerçant se dise qu'à 60 ans, je peux avoir droit à une retraite. Et maintenant, nos tests ont évolué dans ce sens. Et tout ça, c'est à notre demande, par rapport en tout cas à la stratégie qu'on a mis en place dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, que les commerçants puissent avoir également droit à une retraite. Donc, par rapport aux tests aujourd'hui portant sur les travailleurs indépendants, que vous soyez commerçant, artisan, etc., vous avez la possibilité de cotiser à votre rythme selon la pension que vous souhaitez recevoir lors de votre retraite. Ça, ce sont des avancées importantes qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce qui concerne, donc nous sommes aujourd'hui en environ 300 agents, pour être totalement transparent. 300 agents, raison pour laquelle on ne peut pas couvrir en fait tous les points de vente. La raison pour laquelle nous avons ces associations de consommateurs. Raison pour laquelle nous mettons en place un dispositif où les gens peuvent nous envoyer des mails ou des courriers. Raison pour laquelle nous mettons en place un numéro vert qui est le 1343, c'est bien ça, voilà, le 1343. Et différents numéros où, lorsqu'il y a des difficultés, on nous adresse des courriers ou on nous appelle, etc. Mais à terme, il faut que le consommateur soit formé. Il faut que le consommateur sache que j'ai des droits. C'est dur, quoi. Donc, quel que soit où il est, il doit pouvoir dire, écoutez, monsieur, vous n'avez pas affiché les prix. Écoutez, monsieur, quelles sont vos conditions de vente, etc. Monsieur, le gouvernement a pris une mesure de plafonnement sur tel produit. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Ce n'est pas fait. Ok, moi j'appelle le ministère du Commerce. Ou bien j'appelle la direction régionale la plus proche, etc. Pour nous permettre d'être efficaces et également de pouvoir agir un peu sur tout le territoire national. Pour ce qui concerne l'autre volet portant sur la corruption des agents, je peux vous dire que c'est un sujet sur lequel je suis très à l'aise. Et nous disons à chaque occasion que les consommateurs ou les commerçants, lorsqu'ils constatent que nos agents sur le terrain ont des comportements non recommandables, ils peuvent nous saisir. Ils peuvent nous écrire. Et lorsqu'ils nous écrivent, bon, mes agents savent un peu comment je fonctionne. Il y a des actions. Vous pouvez vérifier, je peux vous donner un exemple. Il y a eu, je crois que c'était en 2020, en 2021, voilà, dans une de nos directions régionales à Abidjan, des comportements non recommandables de certains de nos agents auprès de la communauté mauritanienne. Donc, dans un certain nombre de boutiques, il y avait beaucoup de ce de fois, voilà. Et donc, ils se sont organisés, ils nous ont saisis. Donc, lorsqu'ils nous ont saisis, ils ont dit, bon, écoutez, les faits avérés sont tellement graves. On a un inspecteur général. Hein. Donc, j'ai donné des instructions à l'inspecteur général de mener ses diligences. Et lorsqu'il a mené ses diligences, selon le rapport qui m'a été communiqué, effectivement, les faits qui étaient reprochés étaient avérés. On les a entendus, hein, tout le processus habituel, hein, voilà, dans le cadre des tests, etc. Et sur cette base-là, voilà, la décision a été prise, en tout cas, de relever tous de leurs fonctions. C'est vérifiable. Et mieux, cette communauté mauritanienne avait également écrit à l'inspecteur général d'État pour leur dire, voilà ce qui nous arrive. Donc, nous, après nos diligences, lorsqu'on reçoit le document de l'inspecteur général d'État, qui envoie également ses enquêteurs, et le rapport final m'est revenu, je crois, la semaine dernière, il y a 10 jours, et l'inspecteur général d'État, dans son rapport, en tout cas, qui a même été adressé au chef de l'État, parce que lui, il répond, le chef de l'État, il confirme les décisions que nous avons prises et réitère, en tout cas, je veux dire, de relever, en tout cas, tous les agents concernés, dont le premier responsable
de cette direction régionale de ces fonctions et de les traduire conformément à nos tests au Conseil de discipline de la fonction publique. Donc la procédure suit son cours. Vous dites qu'on est totalement transparent sur la question. Voilà, on est totalement transparent sur la question et en tout cas c'est de façon illustrative que j'avais souhaité vous indiquer cela. Mais également, lorsqu'il y a la délation, voilà, nous la condamnons également. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas d'éléments avérés, il peut y avoir des plaintes et puis on constate que ce n'est pas avéré. Que le consommateur, c'est par méconnaissance des tests, qu'il pense que l'agent est en train de outrepasser ses pouvoirs ou ses prérogatives. Et à ce titre, je pense que il est important que la presse nous accompagne. Parce que comme je l'ai indiqué, nous avons 3 agents sur tout le territoire national. Ce sont des agents qui ont fait des formations supérieures, qui ont été formés à l'ENA, et en plus de ça, qui sont des agents assermentés, qui prêtent serment